Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle émission de Risk Intel Media, ce soir en partenariat avec Recorded Future. On va parler ce soir de l'exploitation de l'IA dans la CTI, comment être proactif pour pouvoir se protéger face aux menaces. Avec nos 4 experts qui vont d'ailleurs débattre, échanger, répondre à mes questions et je vais leur donner la main pour pouvoir se présenter brièvement avant de commencer cet échange. Je vais commencer par Soufiane. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité ce soir. Donc, je m'appelle Sofiane et je suis dans la cyber depuis 20 ans maintenant. Le temps passe vite et le monde de l'IA, on va dire que c'est un peu une histoire d'amour depuis, on va dire, 5-6 ans. Et on va voir où est-ce qu'on en est avec cette histoire aujourd'hui. Merci. Franck. Bonjour, Franck Van Keneghem. Je suis vice-président cybersécurité de Schneider Electric, CISO EMEA et aussi membre du conseil d'administration du CESIN. J'étais préalablement CISO groupe de CNP Assurance. J'ai rejoint Schneider il y a un peu plus d'1 an et je suis ravi d'être invité ce soir pour débattre de ce sujet. Merci. René Etienne. Alors, René Etienne Thiel, je suis dans la cybersécurité depuis plus de 20 ans maintenant. Première partie de carrière au sein des forces armées françaises et je suis aujourd'hui le RSSI du groupe Carac. Oui, Nicolas. Nicolas Arpagian, je suis vice-président du cabinet Edmind Partners, qui est un cabinet français détenu par ses associés et ses principaux collaborateurs et qui est spécialisé justement dans l'analyse des données, dans la cybersécurité et également dans l'intelligence artificielle, avec une activité conséquente dans la production notamment d'IA verticale pour résoudre des problèmes ponctuels au sein des organisations. Bien, parfait. Merci d'être avec nous ce soir. Est-ce que vous êtes content de venir débattre sur ce sujet? Très content. Ému. Voilà, on est content, c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet qui fait parler. Depuis l'année dernière, on parle beaucoup d'IA et forcément, nous, dans la cybersécurité, on se pose beaucoup de questions. Donc, j'ai voulu regarder un peu ce que c'était que la CTI parce que je me suis dit que ça pouvait être pertinent de commencer cette émission déjà en faisant une petite recontextualisation. J'ai trouvé plusieurs schémas, du plus complexe au plus simple, et je voulais débuter par cette question simple mais efficace. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement ce que c'est que la CTI et puis quelle est la distinction entre la CTI, par exemple, et l'OSINT? René. Alors, la Cyber Threat Intelligence, en fait, je préférerais peut-être presque commencer par l'OSINT, en fait, ce qu'on appelait en français le renseignement d'origine source ouverte, tout ce qui est Open Source Intelligence, donc qui est plus vaste que la CTI, la Cyber Threat Intelligence, parce qu'en fait, c'est un outil et on va pouvoir alimenter la CTI à partir des sources ouvertes auxquelles on a accès. Et par contre, côté ROSO, donc côté OSINT, on va s'attaquer à une menace globale, sans distinction, alors que du côté de la CTI, on va se focaliser sur les menaces qui pèsent sur la sécurité des systèmes d'information et donc sur les TTP qui sont liés, donc les techniques et tactiques qui permettent aux groupes d'attaquants qu'on appelle souvent des APT, des Advanced Persistent Threats. Donc on a des groupes aujourd'hui très connus, on en parle sur les réseaux et autres. Et donc on va se focaliser sur ces menaces-là, ces menaces cyber, alors que dans l'autre domaine, on va gérer plus des menaces globales. Je compléterai un petit peu en rajoutant le fait que la CTI, c'est aussi une façon d'être prédictif, proactif par rapport à une menace. C'est-à-dire que par rapport à ces sources d'informations, il faut qu'il y ait une analyse humaine suite à des analyses de risque pour savoir quels sont les composants qu'on utilise, quels sont les sous-traitants, quels sont l'intérêt de notre marque par rapport à des attaquants ou à des problèmes géopolitiques, pour pouvoir faire le croisement. Et donc consommer cette information prédigérée, préanalysée pour pouvoir anticiper autant que faire possible, ou du moins confirmer à un moment donné qu'on est sous le feu d'une attaque ou qu'on est très intéressant pour des attaquants. Et donc, quelque part, quelles sont les informations dont on se sert en CTI et puis finalement, où on collecte ces informations? Dark Web, forum, Sofiane? Alors déjà, pour compléter, effectivement, je pense que le mot en fait, qui va différencier un peu les deux, ça va être la proactivité. Comme vient de dire Franck, en fait, c'est vraiment le fait d'être en amont, être un peu en avance, on fait des attaques pour voir comment est-ce qu'on peut opérer à travers des artefacts qui vont être délivrés, des actions qui pourraient être avant l'attaque, on va dire ça comme ça. Maintenant, où est-ce qu'on collecte ces informations? Sur l'OSINT, sur tout ce qui va être ouvert, donc les forums et autres. Sur la partie CTI, on va plus être sur des sources fermées, qui ont été infiltrées, qu'on a des sources aussi, des nouvelles sources aussi, des environnements de chat de type Discord, Telegram et autres, même de chat de jeux vidéo où des informations transitent à travers ces nouveaux canaux de discussion. Donc c'est à travers toutes ces sources. Pour vous donner un ordre d'idée, nous on collecte à peu près 1 million de sources par jour, sur 1 million de sources différentes, donc de la donnée qui vont arriver comme ça dans nos plateformes. Donc c'est énormément de data qu'il va falloir derrière, évidemment, mettre en corrélation.
Alors, simplement, il faut prendre une précaution lorsqu'on va concevoir l'idée même de données, de data, c'est-à-dire le fait qu'on va pouvoir s'appuyer sur elle. C'est-à-dire qu'il va falloir quand même la caractériser, la vérifier. Ouais. Pourquoi ? Parce que, précisément, les endroits qui ont été énoncés ne sont pas des endroits de toute confiance. Et donc, la question de la qualification des données est primordiale dans une logique d'intelligence artificielle. C'est-à-dire que pour qu'on puisse avoir confiance, ou en tout cas apporter du crédit aux informations qui vont être fournies par l'IA, c'est-à-dire les positions, les postures qui vont être proposées par l'IA, même si elles le sont à un conseiller, à un humain qui va l'analyser, il est certain qu'il faut quand même s'assurer de la réalité de ces informations, de leur sincérité, faire en sorte effectivement qu'on puisse toujours garder la main sur l'explicabilité des systèmes. Donc ça va être important quand même de faire un tri, et c'est pour ça que le travail avec des institutions publiques ou des homologues dans des grandes entreprises qui peuvent partager certains types d'éléments de CTI qui auront été éprouvés, validés de manière à ce que le matériau initial soit le plus certain, sûr possible, et qu'on ne vienne pas infecter, fragiliser, biaiser avec une intention mauvaise ou seulement parce que l'information initiale est mauvaise, des analyses qui à ce moment-là seraient peu prédictives et certainement pas efficaces. Donc on voit bien qu'on a une pluralité de signaux, d'éléments d'information, mais il va falloir prendre du temps quand même pour les caractériser de manière à s'assurer de leur qualité et de leur intégrité. Pour que finalement ce soit efficace. C'est-à-dire que sinon on aura toujours soit un doute, soit effectivement sur la pertinence des informations, puisque le principe de l'IA, c'est effectivement d'essayer de modéliser des volumes très conséquents de données, précisément ce que l'esprit humain prendrait du temps ou n'aurait pas la capacité technique à faire, et donc d'arriver à une amplification des grands volumes de données. La seule chose, c'est que pour que ce renseignement soit utile à la prise de décision, puisque c'est comme notre but, c'est d'éclairer la prise de décision des équipes SSI, effectivement, il faut s'assurer de la réalité de ce qu'elle représente, sachant évidemment qu'on a des bases, et c'est pour ça que c'est très intéressant, sur des modes opératoires, parce que dans la threat intelligence, on va même intégrer des groupes criminels, leur mode opératoire passé, et c'est la raison d'ailleurs, on voit de plus en plus, les services d'enquête font en sorte de spécialiser les investigations par thématique technique, de manière à ce que, par exemple, si on prend l'exemple d'un rançongiciel, on va essayer de le caractériser rapidement, de manière à ce que le service d'enquête qui va gérer le dossier ait l'historique de ce mode opératoire, et donc ainsi va permettre de gagner en analyse pour dire voilà quelles sont ses caractéristiques techniques, voilà les conséquences, voilà les environnements dans lesquels il prospère ou qu'il vise en priorité, et ça c'est utile après pour documenter les fameux outils d'automatisation. Alors, j'ai regardé, en tout cas avec les équipes de Ricintel, on a regardé quelles sont les grandes menaces cyber en 2024. Il n'y a rien de nouveau quelque part sous le soleil. On retrouve le phishing, le ransomware, l'attaque par déni de service, le man in the middle, l'injection SQL. Première question, c'est de savoir, est-ce que si je vous pose la question pour vous, quelles sont les grandes menaces de 2024, on retombe sur les mêmes choses? Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec le panorama? Est-ce que vous y ajoutez peut-être autre chose? Et puis, autre question, c'est forcément, on a les JO qui approchent, on a un contexte international qui est particulier. Est-ce que vous pensez que ça va impacter ces grandes menaces auxquelles on s'attend tous? René? Alors les JO, pour moi, c'est une grande opportunité avant tout. Opportunité pour les groupes d'activistes, ouais. Comme tout grand événement. Opportunité pour certains États même. On a vu des déclarations de pays, c'est ce dont on parlait rapidement, les personnes qui en cas de cyberattaque sont un peu promptes à vouloir lancer des réponses, à désigner d'autres pays, à désigner d'autres groupes. C'est une belle opportunité pour faire une attaque sous faux drapeau ou mener des actions clandestines aussi, parce que la masse fait qu'on va pouvoir à peu près faire ce que l'on veut, y compris envers potentiellement ses alliés aussi. L'histoire nous a démontré que les attaques sous faux drapeau, c'est commun. Les attaques envers la France, on peut penser peut-être à Airbus en 2014, on peut penser à d'autres actions. Donc moi, je pense que c'est avant tout une très belle opportunité. Alors pour ceux qui veulent faire de l'argent, pour ceux qui veulent faire du ransomware, pour ceux qui veulent faire tout simplement aussi porter atteinte à un fonctionnement normal d'un pays qui héberge les JO. Et puis aussi, d'un autre côté, on peut peut-être élaborer des scénarios plus poussés, plus forts, plus risqués pour la situation géopolitique mondiale. On peut se dire que c'est une énorme opportunité de déclencher tout un tas de conflits. Donc oui, je suis d'accord sur ces menaces qui sont plus techniques. Par contre, en termes de géopolitique, tout est envisageable, tout est possible. C'est un événement physique où on a aussi une menace robotisée cyber
qui va porter un risque énorme sur notre gouvernement. Je pense qu'on est focalisé, nous, en tant qu'RSSI, experts cyber, sur les menaces effectivement informatiques. On va pouvoir dire tel groupe est susceptible de nous attaquer. Ce qui me fait, moi, très peur, c'est aussi l'exploitation de cette menace. Parce qu'on le voit des fois sur les plateaux de télé, on fait très peur aux gens. J'ai lu encore un rapport d'une très grande société américaine récemment. Si on les entend, il n'y a que 4 pays dans le monde qui mènent des attaques informatiques. Pas le leur. Mais aujourd'hui, tout pays a son équipe de lutte informatique, offensive ou active, on peut choisir les termes. Tout pays a les marqueurs, on parlait des signaux. Alors ces signaux, aujourd'hui, vous prenez Microsoft par exemple, je crois qu'en 2022, c'était 43 000 milliards de signaux quotidiens. En 2023, j'ai eu le rapport, je l'ai vérifié ce matin, mon chiffre, c'était 65 000 milliards de signaux par jour. En termes d'IA, c'est une base de données phénoménale et fantastique. Il faut qu'il y ait une agence de renseignement derrière pour les exploiter et pour les utiliser. Alors, pour détecter les attaquants, pour détecter les menaces, pour les anticiper, pour, dans le cadre du ransomware, expliquer que si c'est tel APT, vous avez, si vous payez, de fortes chances de recevoir la clé de déchiffrement, mais pour l'autre, non. Et puis pour l'autre, c'est peut-être un État qui se cache derrière l'autre. Puis à l'inverse aussi, CJO, c'est l'opportunité d'utiliser toutes vos données pour simuler aussi des groupes et des techniques d'attaque qui ne vous appartiennent pas, pour déstabiliser une situation géopolitique, pour lancer des débats, des conflits et autres. Donc moi, j'y vois des menaces informatiques standards, mais CJO, j'y vois un risque géopolitique qu'on n'a plus vu depuis longtemps avec les guerres aujourd'hui qu'on a dans notre monde. Donc ça me fait assez peur des fois aussi, les discours. On se souviendra de Joe Biden, prêt à tout en cas de cyberattaque sur leurs infrastructures, ou, la phrase peut faire peur, qui compromet leurs intérêts, prêt à tout pour répliquer, y compris en cas d'attaque cyber. Or, on sait, nous, que c'est très difficile, si on n'arrive pas au renseignement humain, à aller chercher le groupe d'attaquants, à avoir la preuve physique de qui est derrière l'attaque. Parce que la preuve technique, elle se crée. La preuve physique on a vu Lockbit, on a vu des photos des gens, on a vu qui est incriminé et autres. Il y a des choses qui peuvent se faire, ça fait assez peur. Donc les JO, pour moi, c'est des risques techniques, oui, plus ou moins standards. C'est un risque géopolitique derrière qui est assez effrayant. Soufiane, Nicolas, vous en pensez quoi ? En fait, on a le phénomène classique, c'est-à-dire on a à la fois les escroqueries conventionnelles, c'est-à-dire qu'ils utilisent opportunément le contexte des JO pour vendre des prestations qui n'existeront pas, louer des appartements indisponibles, vendre des billets qui n'existent pas, qui ne sont reliés à aucune billetterie. Donc ça, on a ce qui est assez conventionnel, les escroqueries liées à un événement et dont on utilise comme véhicule, comme support, comme prétexte en quelque sorte. Ça, c'est tout à fait documenté. Ce qui risquera d'ailleurs de poser des problèmes physiques au moment où les gens viendront se présenter à l'entrée des piscines, des stades, de s'assurer que quand ils auront pensé avoir acheté un billet sincèrement dans une plateforme, et effectivement que ce billet sera une illusion, et donc il faudra gérer physiquement l'accompagnement de ces personnes. Ça arrive, on a déjà eu des compétitions de football dans lesquelles ça a été ce cas et s'est présenté, donc ça c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est effectivement les atteintes à la continuité des services, des systèmes, pour faire en sorte que le stade puisse fonctionner, que l'électricité soit disponible, que les infrastructures fonctionnent pour permettre la consommation paisible des lieux en question. Et troisième type d'attaque, c'est effectivement la caisse de résonance que représente un phénomène comme les JO. On a les rédactions du monde entier auront envoyé des journalistes, des preneurs de son, des téléphones. On aura des personnes issues du monde entier avec leur téléphone portable, c'est-à-dire des gens qui vont pouvoir à n'importe quel endroit capter des images, capter du son, qui soit d'ailleurs le plus petit micro-événement, qui dans des circonstances habituelles n'aurait pas attiré l'attention, n'aurait pas eu d'écho. Là, des gens vont pouvoir auprès de leur communauté, issus de tel pays, ils ont vu telle scène, telle circonstance, ils vont les documenter, et donc une capacité d'embrasement, c'est-à-dire d'amplification, peut-être un peu artificielle, mais bien réelle dans ses effets. C'est globalement les trois types de dimensions. On a vu effectivement qu'on avait des risques liés également à des mises en scène. C'est ce qu'on a connu avec ces étoiles de David qui avaient été mises sur des murs de Paris. En fait, c'était quelques personnes, mais ce qui comptait, c'était pas tellement les tags en question, c'était surtout l'amplification par des publications de vidéos, des reprises sur des comptes de réseaux sociaux. Et donc, effectivement, des moments très chargés en émotions qui vont
susciter une lecture primaire, c'est-à-dire les gens vont apprécier les circonstances juste par les images qu'ils vont voir, éventuellement par les captations sonores, et qui seront de nature en fait à polluer le débat, à faire en sorte de salir un peu l'événement, de créer des polémiques, des tensions. Et donc ça fait partie des 3 volets qui risquent d'être mobilisés. Donc c'est la raison pour laquelle des travaux sont mis en œuvre, côté entreprise, côté État, pour détecter, faire en sorte que si comment on avait un départ de feu en quelque sorte, qu'on puisse l'identifier, le caractériser, le neutraliser en le relativisant, en l'expliquant. Et précisément, d'ailleurs, il y a un sujet actuellement à Paris de tags qui apparaissent à nouveau sur les murs avec des mains ensanglantées. Bon, la question de se dire, est-ce que on rejoue une séquence qu'on a déjà vue? Est-ce que c'est quelque chose de différent? On voit bien qu'il y a cette préoccupation constante. Je pense que les Jeux Olympiques vont être un énorme catalyseur pour énormément d'éléments, pour énormément de groupes, de personnes. Je pense que, du moins j'ose espérer que ça reste quand même un événement qui va être festif et qui a pour objectif quand même de rassembler les peuples. Hein. C'est un peu l'objectif des Jeux Olympiques. Et sur le côté risque, bien sûr il y aura des événements qui vont se réaliser, déjà des événements qui se passent en ce moment, au moment où on se parle, qui se préparent, des désinformations, des informations qui sont relayées, qui sont fausses, donc on le voit. Par contre, je ne suis pas convaincu sur le fait de notre capacité à pouvoir réagir en temps réel pendant les Jeux Olympiques sur les événements qui vont se passer. Je pense que ça va être très difficile, voire quasiment impossible, de pouvoir réagir à un épiphénomène qui va se passer dans un endroit de Paris, dans un endroit autour, en France, on va dire, parce que ça sera déjà trop tard, en fait. Lorsque le feu est lancé, en fait. Il faudra expliquer par la suite ou apaiser si jamais la diplomatie s'en mêle, s'il y a besoin de s'en mêler. Mais je pense que ça sera dans le feu de l'action. J'espère que ça sera couvert par d'autres événements plus intéressants que regarder malheureusement comme les étoiles de David qui ont été taguées par des personnes d'origine, je ne sais plus, moldave, je crois, ou russe ou autre. Enfin, à la limite, c'était, voilà, en tout cas piloté, c'était pas une initiative spontanée. Donc, évitons. L'objectif, je pense, de l'État d'aujourd'hui autour de ces Jeux Olympiques, c'est justement d'éviter ces amalgames qui vont être construits très rapidement, en fait, à des fins de déstabilisation, en fait, tout simplement. Surtout s'ils ont été conçus pour cela, c'est-à-dire faire en sorte que les commanditaires vont faire en sorte de savoir précisément où ces tags, par exemple, où ces événements ont lieu, de manière à amplifier. C'est la raison pour laquelle il est important de comprendre, et peut-être que la réglementation européenne, cette fois-ci, avec le DSA, le Digital Services Act, le Digital Market Act, donc 2 textes européens qui sont rentrés désormais en vigueur, fixent des obligations aux grandes plateformes pour, en fait, cantonner, limiter, en tout cas réagir dès lors qu'on leur signalerait des contenus. Ça fait partie quand même de ce corpus à la fois juridique et technique qui permet précisément à des autorités, dans un cadre juridique démocratique, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans une logique de censure, mais quelque chose qui va être documenté avec une procédure, un régime de responsabilité de ces plateformes, faire en sorte précisément qu'il n'y ait pas uniquement la viralité, que la viralité ne profite pas uniquement aux concepteurs et à l'animateur de la campagne d'Agitprop. Pour revenir un petit peu sur la CTI, quelles sont les conditions nécessaires pour que la CTI soit utile et utilisée à son maximum, Franck? Alors, je dirais, la CTI, on y met tout et n'importe quoi derrière. Oui. Souvent, le plus gros problème, c'est qu'on va acheter un service ou une solution sans pour autant l'impliquer dans sa sécurisation au quotidien de son système d'information. Quand on a une nouvelle technologie comme la CTI, souvent, moi j'aime bien utiliser les termes people, process, technology, il faut qu'on apprenne à l'utiliser, à l'intégrer dans des process et qu'on évolue par rapport à la technologie qui se cache derrière. Acheter juste une CTI et se dire j'ai une CTI pour faire une checkbox dans un rapport d'audit et gagner des points par rapport à un client ou je ne sais quoi, n'a strictement aucun intérêt. La CTI, elle est là pour être proactive, pour anticiper des menaces. Donc il faut... dans la mesure du possible, avoir des gens qui vont consommer cette CTI par rapport à des risques qui ont été identifiés et qui sont suivis en permanence. Et au moindre artefact dans des SOC ou dans des systèmes de sécurité, se dire il y a une corrélation à faire, il y a quelque chose à faire. Donc c'est vraiment ce que l'on en fait. Et comment on fait évoluer ces équipes par rapport à ces nouvelles solutions, comment on fait évoluer nos process pour l'intégrer et pas dire j'ai quelque chose sur étagère, j'ai une case à cocher. Et malheureusement, il y a beaucoup trop de sociétés qui utilisent juste un service de CTI ou de Zint pur, alors qu'il faut fabriquer et enrichir la CTI par une CTI interne. D'accord.
Et comment l'IA aujourd'hui, elle peut affecter la CTI? Est-ce qu'on a des exemples concrets? Alors, juste pour compléter, je pense que c'est très important ce qu'a dit Franck, c'est également un outil de clarification, cette CTI. C'est-à-dire comprendre, aider à comprendre les attaques, ou en tout cas les dommages qu'on a subis, ou les événements auxquels on est confronté. Pourquoi? Parce que, évidemment, le caractère proactif, c'est un rêve, une idée idéale de se dire, je vais être informé du malheur avant qu'il ne me frappe, et donc j'en serai préservé. Bon, dans la vraie vie, ça existe quand même. Là, je me souviens d'un grand éditeur disant que ça détruisait la cyberattaque avant même qu'elle ait été conçue. Bon, la campagne n'a pas duré, de communication n'a pas duré longtemps, mais l'idée, c'est quand même de se dire, voilà, j'apporte de la clarification. Est-ce que ce qui m'arrive, c'est un aléa? Est-ce que c'est fortuit? Est-ce que je suis le seul impacté, le seul destinataire de ce mode opératoire? Le fait de comprendre les techniques, de comprendre les symptômes, en quelque sorte, d'avoir les éléments qui vont permettre de documenter les outils de réparation, de correction, de préservation, dès lors que d'autres actifs n'ont pas encore été atteints. La CTI, c'est ça aussi, c'est-à-dire d'avoir une lecture plus équilibrée de ce qui se passe. Est-ce qu'effectivement, c'est pour ça qu'il faut de la technique, de la géopolitique, parce qu'on peut comprendre également une espèce de cartographie des parties prenantes, c'est-à-dire est-ce que ça c'est un groupe criminel, est-ce que c'est un service étatique, est-ce que c'est une initiative très locale, ponctuelle, qui est liée à des circonstances. En fait, c'est de tenter de contribuer à la clarification. Et c'est pour ça que les sources d'information sont multiples et diverses, et que ce n'est pas uniquement en lisant le journal le matin qu'on aurait cet accès à cette information, et que donc on est obligé d'agréger des données qui sont disparates, qui émanent de sources diverses, plus ou moins bien alimentées, plus ou moins sincères dans leur conception, et donc effectivement de manière à éclairer l'environnement de l'entreprise. Et je pense que ça c'est quelque chose qui est bienvenu. Pourquoi? Parce que c'est pas pareil quand vous êtes victime d'opérations délibérément ciblées vous concernant que quand c'est un élément accessoire qui est quelque chose, vous êtes un effet de bord, un effet collatéral d'une cyberattaque. Donc là, dans la threat intelligence, il y a bien cette notion de comprendre la menace, et précisément pour mieux s'en prémunir, certes, mais c'est surtout pour gagner aussi en lisibilité de l'environnement. Et donc, en quoi peut servir l'IA? Ça va être effectivement d'automatiser et de mécaniser le traitement d'un certain nombre de données, avec précisément des options, des scénarios qui vont être apportés par rapport à ce qui a pu être conçu et qui pouvait sembler brouillon, de manière un peu confuse et un peu conçu de manière un peu, comment dire, dans tous les sens. Et c'est un vecteur, on pense, de clarification. La seule chose, c'est que, et Franck a raison de dire, on ne peut pas être le consommateur passif d'une technologie, il va falloir chercher à la comprendre, son mode opératoire, ses mécanismes. C'est pour ça qu'on travaille nous beaucoup sur l'explicabilité et donner les moyens aux utilisateurs, donc aux entreprises utilisatrices, de comprendre les phénomènes d'IA et pas d'avoir une espèce de confiance aveugle et une espèce de divination de la machine qui serait dotée d'une capacité de compréhension suprême. Pour compléter, je dirais l'IA va aussi globalement accompagner la CTI avec les SOC et avec des comportements déviants des systèmes, et pouvoir permettre, entre guillemets, des croisements qu'on n'est pas capable aujourd'hui de faire suffisamment rapidement. Et je dirais l'IA sur des comportements anormaux va pouvoir soulever des artefacts. S'ils sont croisés avec des applications qui sont, je dirais, sensibles ou qui sont exposées à des frameworks Mitra-Attack, parce qu'on a pu détecter des faiblesses dedans, voire des vulnérabilités qui sont, je dirais, détectées, ou des tentatives de reconnaissance ou d'action, le mélange de tout avec de l'IA va pouvoir soulever un certain nombre, je dirais, de warnings qui vont pouvoir, entre guillemets, éveiller les responsables de SOC en se disant il se passe peut-être quelque chose, ou il y a quelque chose à clarifier, à vérifier ou à affirmer. Alors, juste sur la partie intelligence artificielle dans la CTI, je pense que c'est important aussi de noter que l'intelligence artificielle, c'est comme une sorte de poupée russe, dans l'intérieur de laquelle vous allez retrouver du machine learning, ensuite du deep learning, ensuite des modèles, donc la partie AM ou générative IA. Ce qu'on voit aujourd'hui, ce qui est sorti avec la partie ChatGPT, j'aime bien faire l'analogie entre ce qui se passe aujourd'hui, ce qu'on voit aujourd'hui autour de l'IA, avec l'évolution d'un enfant ou d'un bébé. Donc, on n'a pas attendu en fait l'avancée d'OpenAI en fait pour utiliser ces capacités de digestion du grand volume de data dans nos plateformes. On fait ça depuis 14 ans chez Recall Future, et ça nous permet justement de sortir des artefacts pour permettre de tracer les comportements des threat acteurs, pour pouvoir permettre à nos clients d'être en avance de certaines attaques, ou bien
de pouvoir être résilient lors d'une cyberattaque, de savoir d'où l'attaque est venue, etc. Donc ces modèles existent déjà depuis très longtemps. Elles sont incorporées dans les process chez nos clients à travers des data lakes. Je pense que la grande nouveauté au jour d'aujourd'hui, c'est notre capacité à pouvoir échanger avec cet enfant qui a grandi. Alors qu'aujourd'hui, on n'échangeait pas en fait avec lui, on lui donnait beaucoup à manger, on le regardait grandir et tout d'un coup, maintenant il se met à parler. Et ça, c'est le vrai changement parce que du coup, quand on échange maintenant avec l'IA, on n'a plus besoin de prendre un langage qu'il fallait apprendre jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, on discute avec une personne qui comprend notre langage et ça ouvre en fait la CTI qui comprend, qui formule, en tout cas avec lequel on peut interagir, voilà, avec un vocabulaire, qui n'est pas du coup bloqué sur les analystes, des SOC, les experts, etc., qui ont besoin de faire cette gymnastique intellectuelle. Cette gymnastique intellectuelle va petit à petit disparaître pour entraîner, on va dire, les questions qui vont être posées par rapport à ce qu'on attend. Ce que j'aime bien dans ton image de discuter avec un enfant, et ce que tu relances, Nicolas, c'est que dans les LLM, on peut souvent demander à qui on veut envoyer le message. Exact. Et donc, contrairement, voilà, et quand on voudra parler à son membre du COMEX ou parler à un TECOS, le LLM sera très bon pour faire, entre guillemets, l'allègement d'une histoire. C'est comme ça, on pourra avoir des rapports qui seront beaucoup plus lisibles pour un membre du COMEX, tout à fait pertinents et, je dirais, détaillés pour quelqu'un de technique, et on n'y passera pas des heures à essayer d'alléger ou trouver le juste réglage d'informations. Alors, pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, il y a Stéphanie qui a dit quelque chose qui reprenait bien ce que vous disiez. Je trouve que c'était, autrement dit, l'intelligence humaine est toujours requise. Toujours. Voilà. Il va en falloir. Je trouvais que c'était une belle conclusion, une bonne manière de résumer ce que vous disiez. Alors, pour la partie justement IA, le grand public connaît l'IA, au-delà de la cybersécurité, ce sont notamment les IA génératives. Alors, DALL-E, on a OpenAI, on a Midjourney, voilà. On les connaît, on les utilise tous, pour certains quotidiennement, pour d'autres non. Mais l'IA, c'est un peu un fourre-tout, il y a tout et rien dedans. Ma question, c'est nous, en cybersécurité, en ce qui concerne donc la défense, la sécurité, qu'est-ce qu'on utilise exactement comme IA? De quoi on parle? Qu'est-ce qu'on a on utilise essentiellement le machine learning, donc qui fait partie en fait de l'IA. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup de sociétés de cybersécurité utilisent cette composante de machine learning en fait. Donc les sociétés qui utilisent l'IA générative sont très récentes, on va dire, ça fait 1 année, 2 années maximum que l'IA générative, donc cette capacité d'interagir avec la plateforme est assez nouvelle. Donc le machine learning, cette capacité de pouvoir en fait détecter les événements déviants effectivement dans la donnée qu'on digère, c'est très important de pouvoir dire si on n'est pas poison par de la data qu'on a collectée. Donc ça, c'est vraiment le module machine learning qu'on utilisait jusqu'à maintenant, dont on a besoin, vu la volumétrie de data qu'on traite, du moins sur les plateformes de CTI comme Recorded Future. En fait, on avait avant le modèle un peu de ce qu'on a connu du chatbot. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un chatbot? C'est un arbre de décision. Vous lui posez des questions, vous interagissez avec certains sites internet, administration, où en fait, vous posez une question et il a été en fait configuré avec un arbre de décision en disant à telle question il faut répondre ceci, si la personne réagit comme ça il faut répondre cela, et la seule chose c'est qu'on atteint très vite les limites. Pourquoi? Parce que la formulation, si elle ne correspond pas à ce qui a été intégré comme étant le vocable, comme étant le mode de formulation, au final vous avez une réponse qui est en général insatisfaisante. Là où on va changer de modèle, c'est effectivement avec l'arrivée de ces IA génératives, c'est qu'on va avoir à la fois une capacité à aller chercher dans des importantes bases de données des sources d'informations disparates. Là, je parle de sources d'informations homogènes, mais qui vont être de nature technique disparate, et on va avoir cette interface capable de formuler, à la fois de comprendre, ou en tout cas d'intégrer un certain vocabulaire dans l'expression de besoin, et également de restituer avec un degré. Et Franck a tout à fait raison, c'est vrai que c'est impressionnant. On a créé un LLM cyber qui doit servir aux équipes, en fait, à la fois soit aux équipes cyber des entreprises, de manière à traiter les demandes récurrentes de la part de collaborateurs qui posent des questions tout à fait légitimes, mais qui sont un peu répétitives, pas d'une grande nouveauté, et quelquefois qui, encombrent les équipes SSI qui sont, elles, contraintes par des effectifs restreints. Et donc, c'est vrai que ça a été un moyen qui fonctionne tout à fait bien, de manière à dire, en posant une question, qui peut dire c'est quoi un mot de passe, c'est quoi, et simplement on a fait en sorte de l'éduquer uniquement avec un vocabulaire cyber. Pourquoi? Parce que, par exemple, ça va lui permettre que quand vous lui dites, par exemple, qu'est-ce qu'un mot de passe robuste,
si vous le mettez avec un LLM tel que ceux que vous mentionnez là, pour lui robuste, ça veut dire qu'il est un peu costaud, trapu et qu'il peut jouer au rugby. Bon, dans la thématique cyber, robuste a une signification. Et elle a une signification également au regard de la législation. Par exemple, l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, va imposer, ou en tout cas recommander, des types de mots de passe pour certains usages, et ça va correspondre à une définition en termes de signes, de nombre de signes, de caractères alphanumériques, etc., etc. Et donc, on va s'apercevoir que si on éduque ce LLM avec un corpus qui est nativement cyber, il va pouvoir rentrer dans des détails très techniques qui vont permettre de résoudre, au-delà justement du simple niveau de base, mais monter dans une relative technicité. Et plus il sera utilisé, plus précisément il sera précis. Simplement, il y a toute une phase initiale de fine-tuning, de réglage, de manière à l'adapter. C'est vrai qu'on va faire en sorte qu'il puisse avoir, et on l'a déployé dans les grandes administrations ou dans des grandes entreprises, pour avoir quelque chose qui va permettre soit aux techniciens cyber d'accéder à des informations juridiques, techniques, soit à des métiers, c'est-à-dire des gens de l'entreprise qui n'ont pas les compétences mais ont des besoins d'informations, et de manière à leur formuler avec toujours la préoccupation de fournir les sources, de documenter. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour réduire le risque d'hallucination, c'est précisément à chaque fois si on veut savoir, mais en fait, très bien tu me demandes un mot de passe robuste, mais quel est le cahier, quelle est la référence, quel est le texte qu'il pose, et de l'avoir très facilement d'un simple clic pour vous dire expressément le paragraphe de la réglementation qui fixe les critères techniques en question. René Dienne. Alors Soufiane a déjà cité un bon nombre de technologies liées à l'IA. On voit qu'il y a aussi des modèles basés sur des comportements qui arrivent à générer des règles, des alertes. On est loin, on s'écarte des regex, on va pouvoir parler avec son IA, lui poser des problèmes concrets, lui dire explique-moi comme un enfant. Ou fais-moi la chronologie de cette attaque, et on va avoir un gain de temps phénoménal. Alors, moi, c'est déjà une réalité, l'emploi des IA. Alors, on connaît tous les IA génératives, mais en fait, on va toutes les employer. Alors, toutes dans mon idée, je vais vous l'expliquer. On va pouvoir avoir des bases de données liées à l'IA interne avec des données internes. Typiquement, nos fameux TTP, nos fameux chemins mitres, nos fameuses données sur les menaces internes, sur lesquelles on va pouvoir faire des interrogations, dire cette détection, à quoi est-elle liée, on va pouvoir lui parler de cette manière-là, avec des données internes, cloisonnées, qui ne seront pas connectées à l'extérieur. Et à l'inverse, quelque chose que j'utilise déjà, alors c'est pas ChatGPT qui a des données qui datent, c'est typiquement les solutions Microsoft où on peut déjà interroger ce qui est connecté en ligne. Et là, on peut poser des questions déjà ouvertes aujourd'hui. En France, en ce moment, quel est le groupe d'attaquants qui fait peser une menace sur ma société financière et autres. On va pouvoir faire son data lake interne aussi, si on veut, mettre tout un tas de données, faire du machine learning. Tout est possible. Je sais que nous, à la Carac, on a déjà réfléchi à avoir aussi une base de données, un data lake interne, à faire de l'IA, à utiliser l'IA aussi pour des choses simples, qui ne sont pas liées à la cybersécurité, genre faire des comptes rendus de réunion automatiques. Et là, on se pose la question, du coup, est-ce que c'est connecté à l'extérieur? Est-ce qu'on garde tout en interne? Parce que tous les RSSI ont eu le sujet de la fuite d'informations. Est-ce qu'on donne trop d'informations? Une IA, ça s'attaque. On peut poser des questions à l'IA pour voler des données, pour se renseigner, pour voir s'il y a des fuites, pour voir si c'est étanche. Il y a tout un tas de questions liées. Alors pour la CTI, moi je le vois bien, c'est le métier du SOC, on en a parlé avant, on pose des questions. Il y a le métier du RSSI, j'ai vu telle alerte, explique-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Et elle va vous parler, très simplement. Et vraiment, les possibilités sont phénoménales. Si elle est encore en vie. Et si l'attaquant ne l'a pas encore détruite. Alors après, parce que si elle te coupe la lumière, ça c'est une bonne question. Parce qu'il faut la sécuriser au même titre qu'on a sécurisé le reste. Il faut la sécuriser au même titre. Il faut sécuriser d'ailleurs les LLM, la partie machine learning, la partie IA, l'infrastructure sur laquelle elle repose, qui stocke toutes les données, etc. Mais pour répondre concrètement à la question, donc qu'est-ce que ça apporte dans la CTI? Ça apporte aussi énormément d'automatisation pour le process en fait avec nos clients. Donc on va créer des playbooks d'une manière automatisée, basés sur les process chez nos clients pour dire on a découvert ça rentre dans ce playbook-là qui va être poussé dans une solution de SOR ou autre chez nos clients pour aller dans le process qui a été mis en place, pour automatiser la contre-mesure en temps réel. L'intelligence artificielle est vraiment là pour nous aider à automatiser un maximum d'actions et lever en fait aussi cette charge qui pèse sur les équipes de SOC de niveau 1
Avec le problème de ressources qu'on trouve plus. Et le problème de ressources, on a du mal à trouver. C'est là que ça va aider le plus. Donc c'est là où nous, on le voit déjà. C'est déjà une réalité. Chez nos clients, c'est déjà une réalité. Et puis pouvoir poser la question, comment pourrais-je mieux te sécuriser? Exactement. On peut poser la question à l'IA elle-même. Et c'est assez marrant de voir les réponses. Dans la réponse, par contre. Ça, c'est la question de la qualité des données. Et c'est vrai que la question va se poser aussi quand même des choix des technologies et de leur mode opératoire. Parce que tu évoquais le fait, par exemple, de dire on va très bien, on va faire un compte-rendu confié. C'est vrai que très bien, moi je veux bien que le compte-rendu du comité de direction, c'est hyper sympa d'avoir un compte-rendu qui est disponible à l'issue de la session. On voit bien que si vous passez par un grand hébergeur, et la réglementation est très claire, elle est limpide, parce qu'après les gens la découvrent a posteriori, mais elle est limpide, elle dit bien que vous mettez en commun, vous transférez la propriété des données que vous injectez dans le système. Et donc c'est vrai que nous on plaide quand même pour un vrai exercice, même si on a des outils qui peuvent être qui doivent être mieux compris, faire en sorte d'être très très au clair sur où sont les données, comment elles sont mises en commun de manière, alors prétendument anonymisée ou pas, de manière à comprendre vraisemblablement le risque que pourrait représenter l'usage de cette IA qui est très attractive. Pourquoi ? Parce que, je vais vous donner un exemple, nous on a trouvé une solution qu'on déploie à l'occasion dans les entreprises, qui est d'avoir un add-on, un programme qu'on va mettre dans les navigateurs et qui est effectivement que quand des collaborateurs injectent des données, alors on a qualifié des données personnelles, des données bancaires, des données, mais des numéros par exemple sécurité sociale, mais aussi bien dans la nomenclature française, américaine ou autre, de manière à donner la possibilité au RSSI, à l'entreprise, de dire attention, ça c'est une donnée critique chez nous. De la même manière, on peut l'intégrer, c'est l'avantage de nourrir des IA avec ce qu'on appelle le jargon de l'entreprise. Par exemple, le fameux projet Toutankhamon de chez Schneider Electric, que tout le monde connaît bien. Le mot Toutankhamon, peut-être que dans l'entreprise, en l'occurrence, il revêt une importance stratégique, alors que Toutankhamon, dans beaucoup d'autres entreprises, c'est assez banal, c'est un pharaon et ça s'arrête là. Et donc, on s'aperçoit que quand il y a un vocabulaire spécifique à la société, il faut le connaître de manière à, là encore, éviter que, comme l'ont fait les collaborateurs éclairés de la maison Samsung, de balancer des plans stratégiques sur une IA qui aurait été opportunément disponible pour rédiger un rapport dans les temps. Et donc c'est vrai que la question de mettre des outils de manière à comprendre le risque et surtout dès lors que tout un chacun peut avoir accès à cet environnement d'IA pour rédiger un rapport, pour faire une présentation, pour faire en sorte même créer des images puisque c'est là et désormais des vidéos parce qu'on est pressé par le temps, parce qu'on a des contraintes économiques, c'est vrai que si on n'a pas une compréhension fine de quelles sont les conséquences, l'impact de ces transferts. Et donc c'est aussi un vecteur d'infection à l'inverse, dès lors qu'on collecterait de manière un peu, irréfléchie un certain nombre de ces informations. On en revient aux besoins de formation et de sensibilisation des collaborateurs, pas uniquement dans le design des applications, le développement, mais aussi dans leur mise en information de ces systèmes-là ou en utilisation. Si on commence à croiser des choses et on sait que ça commence à sortir, il faut être conscient de ce qu'on laisse, visible à l'extérieur. Donc il y a tout un parcours de sensibilisation par rapport à nos employés, et pas uniquement les développeurs, pour savoir ce que l'on doit faire avec et en même temps entretenir le fait qu'on doit pouvoir continuer à être résilient s'il y a tombe pour une raison X ou Y. C'est ce que je voulais évoquer parce que tous les utilisateurs n'ont pas envie de faire le chemin, la gestion du changement, c'est-à-dire savoir classifier une information, savoir la marquer, savoir gérer son cycle de vie, avant d'obtenir la cerise sur le gâteau, son rapport automatique, qui a le bon marquage dans le bon endroit et avec la bonne manière. Et ça, c'est un grand travail, effectivement. C'est pour ça qu'on a une solution très bien pour ça. Non, je plaisante, mais c'est vrai que... Non, mais en fait, c'est pas ça, c'est de partir de l'utilisateur. Parce que le problème, la particularité de ça, c'est que nous, on a eu le cas d'entreprises, de grandes entreprises, qui ont dit « j'interdis ChatGPT ». Donc, simplement, le problème, c'est qu'elles ont interdit techniquement, mécaniquement ChatGPT, mais en ignorant qu'au même moment, il y avait une demi-douzaine d'autres plateformes qui existaient, ou qui ignoraient que derrière certains grands sites grand public, je pense à un grand site de traduction, par exemple, très populaire, derrière, vous avez du ChatGPT derrière parce que vous avez une autre IA derrière. Et donc c'est vrai qu'à ce moment-là, ils ont l'impression de l'endiguement avec de se submerger par... et donc c'est vrai que c'est pour ça qu'en réfléchissant au problème, on s'est dit mais est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt
accompagner les usages. Et c'est pour ça dire que quand, je reprends cet exemple de cet add-on qui permet de signaler, on peut soit dire, très bien, je considère que le salarié est responsable, simplement moi, RSSI, c'est documenter le fait qu'il a injecté des données dans tel ou tel outil d'IA, soit je lui rappelle les règles d'utilisation et éventuellement je le flèche vers un autre dispositif technique d'IA qui est plus conforme à nos intérêts, soit éventuellement je lui dis non, là il y a cette information et celle-ci qui n'est pas utile de partager dans un environnement dont on ne maîtrise pas les usages. Et c'est vrai que c'est aussi une formidable opportunité pour les équipes SSI de trouver des alliés dans l'ensemble des consommateurs de ces services numériques. Mais ça passe, et Franck a raison, par une pédagogie, c'est-à-dire que, voilà, une fois dissipée la magie de l'outil, d'en comprendre effectivement les modalités et les risques pour l'entreprise. Parce que c'est vrai qu'en termes de mise à disposition d'informations et de transfert d'informations, c'est sans précédent. Alors, j'ai une question que j'ai sélectionnée du public, Jean-Noël, qui demande comment pensez-vous que l'IA puisse être utilisée par les acteurs malicieux de façon concrète ? On a des exemples. Bah oui, là en ce moment d'ailleurs, on vient de sortir un rapport chez AgriVenture qui présente l'utilisation des LLM, donc des IA génératives, pour inonder, on va dire, le monde de fausses informations qui ciblent du coup la France notamment là, pour le coup, les États-Unis, l'Angleterre, des fausses informations qui sont inondées sur des sites qui sont repris. Et la vraie problématique, encore une fois ici, c'est que je crois que les chiffres, j'ai encore vérifié ce matin, c'était plus de 19 000 articles qui avaient été créés depuis mars, sur ces plateformes qui sont à travers le monde et qui vont véhiculer des fausses informations. Donc la question, c'est là, il y a des départs de feu partout. Qu'est-ce que concrètement on peut faire face à ces attaques qui sont de masse? Utiliser effectivement aussi l'intelligence artificielle pour déjà ne serait-ce que les détecter en amont ou dès qu'elles apparaissent en fait, parce que l'IA est aussi capable de détecter le faux du vrai, donc pour les LLM qui sont entraînés pour faire ça. Donc, petite parenthèse sur les LLM, il y en a plus de 500 000 qui ont été construits par la communauté. Il n'y a pas que OpenAI et les AI les plus connus. Il faut quand même voir le volume de LLM qui est construit, qui est énorme. Tout n'est pas bon à prendre, mais il y a quand même énormément de LLM. Et ces LLM vont permettre justement de contrer ces attaques des cyberattaquants qui sont, pour le coup, ici dans le rapport de AgriVenture qui est public, qui va permettre pour ces acteurs-là, donc qui sont backupés par des États, donc clairement aujourd'hui russes, d'objectif de désinformer ce qui se passe un peu partout dans le monde. Avec la génération donc de textes, évidemment, d'images, de vidéos, d'enregistrement sonore, c'est la notion de preuve par je l'ai vu, et donc c'est un élément. C'est vrai que va être quelque chose de très déstabilisant. Avec surtout une relative, même, on va de plus en plus aller vers une simultanéité, c'est-à-dire une capacité de faire quelque chose en live. Je sais que c'est un exercice qu'on fait pour les entreprises de leur démontrer en deepfake, c'est-à-dire vraiment de leur démontrer ce que c'est qu'un deepfake et de la manière dont ça se passe, de manière à ce qu'ils voient que c'est quelque chose qui est accessible et qui est très efficace, enfin vraiment très efficace en termes de mimique. Moi je sais que là on l'a fait pour le dirigeant d'une grande entreprise, bon, comme c'est une multinationale, il parle à ses collaborateurs, il est français, il parle à ses collaborateurs en anglais, il a un accent, avec l'IA on a été tout à fait capable de reconstituer quand il vous parle, et comme dit son directeur de la sécurité, il dit c'est lui. Il a les mêmes tics de langage, il a les mêmes manières de prononcer, il a le même accent, alors qu'en fait, moi je sais parce qu'on a travaillé sur une version où en fait on l'a travaillé en français, et ensuite on a fait en sorte de le faire parler en anglais en disant voilà quel est son accent. C'est-à-dire qu'on n'a même pas eu besoin de travailler à partir de versions de cette personne francophone parlant anglais. Et on arrive à quelque chose de très 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 efficace. Et encore, au fur et à mesure que des moyens vont être mis en œuvre, et c'est vrai qu'il y a cette course qui va être, alors effectivement les grandes plateformes ont commencé à annoncer qu'elles allaient marquer, alors comme on disait avant, watermarker, c'est faire en sorte de marquer leur production en disant fait par une IA. Pourquoi pas? C'est un premier moyen. Simplement, il est vraisemblable que le fait de faire sauter, d'effacer, de gommer ces marquages fait que voilà, ce ne sera pas une solution pérenne. Ça ne sera pas utilisé par les threat actors. Les threat actors n'utilisent pas OpenAI. Non. Ce que je veux dire par là, c'est que la réglementation, au fur et à mesure, les plateformes étaient de dire, en fait, de rendre suspect un contenu qui ne serait pas marqué ou de contester la sincérité, la réalité d'un marquage, puisque dès lors que précisément, à ce moment-là, dès lors qu'on aurait une vidéo qui ne serait pas marquée, soit authentique,
identifié par l'émetteur qui serait le média ou l'entreprise, d'essayer en fait de contenir, un peu comme les certificats d'authenticité. La seule chose, c'est que l'expérience a montré que manifestement on savait générer des faux certificats d'authenticité. Donc c'est pour ça que l'éducation, et ce que Franck disait, qui est que l'éducation des cerveaux humains, c'est-à-dire des esprits, qu'ils soient d'ailleurs citoyens, consommateurs, électeurs, dans leurs différentes dimensions, est aussi une des armes. Elle est très humaine, par contre, elle est compliquée parce qu'il faut l'entretenir. Enfin, déjà, il faut la déployer en première échelle. Il faut ensuite l'entretenir, surtout qu'il y a des révolutions. Là, vous avez certainement vu cette mise à disposition, vraiment une capacité d'interagir maintenant de manière à la volée, c'est-à-dire avec une prise en charge à la volée de quelqu'un qui peut prendre la parole, avoir les gestes, le son et l'image d'un individu. Voilà, il y a quelques mois, c'était plus limité. Il fallait une puissance de calcul plus conséquente. Maintenant, on a des outils qui sont... Et donc, il y a vraiment des évolutions où on ne peut pas... Comme à l'époque, on dit, attendez, vous comptez les doigts. Moi, ça m'avait amusé de voir, mais pour montrer l'esprit humain, c'est que sur une grande plateforme d'achat en ligne, vous pouviez acheter un doigt en plastique. Et vous dites, mais pourquoi j'achète un doigt en plastique? Donc, pour rajouter un 6e doigt à la main, enfin, en principe, si vous en avez 5, ce que je vous souhaite, et vous dites, mais qui est-ce qui a eu l'idée dans une direction marketing ou direction de production de dire on va fabriquer des doigts en plastique. Et en fait, l'idée, c'était de dire, bon, si vous portez ce doigt et que vous commettez un acte répréhensible et qu'il y a des caméras et qu'on vous soumet les images en disant, évidemment, Yasmine, qu'est-ce que c'est? J'ai la preuve que vous avez tué le colonel Moutard dans la bibliothèque avec le chandelier. Et vous disiez, non, attendez, j'ai un doute parce que là, j'ai 6 doigts sur la vidéo. Je pense que c'est une deepfake. Et donc, de proposer la commercialisation, c'est une plaisanterie, mais en fait, il y a quand même un commerce qui est né. C'est quand même, et évidemment, et c'est vrai qu'aujourd'hui, aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est plus, enfin, ne serait plus tenable parce que, effectivement, il y a une amélioration. C'est une bonne idée de et une disponibilité, c'est ça. Franchement, ce sera validé. On a parlé de marketing. On a parti de la partie défense. Hein. On entraîne avec le CTI la partie défense. Mais une fois qu'on connaît aussi toutes ces TTP, on peut parfaitement entraîner la partie attaque. Hein. Ouais. Moi, le futur, ça sera une cyberguerre d'IA à IA. De machine à machine. De machine à machine. Qu'on soit clair là-dessus. Bon, des gens vendent des systèmes de défense, donc forcément, ils ne prennent pas la position du système d'attaque, mais les grands organismes aujourd'hui étatiques, ils ont leur branche CTI, ils ont leur branche lutte informatique. Vous avez des pétaoctets de mots de passe, vous avez des trillions de données liées à des techniques d'attaque. Vous mettez votre IA dessus et puis vous créez votre robot. Quoi, Il faudra lui demander d'être discret. Et puis il faudra lui demander aussi de se faire passer pour quelqu'un d'autre à qui vous avez envie plus d'imputer l'acte qu'à vous-même. Dans le temps, les opérations clandestines, c'était quelque chose qui ne se faisait pas avec autant de techniques qu'aujourd'hui. Alors, je ne vais pas citer des grands pays qui nous ont vendu des vessies pour des lanternes, c'est très connu. Aujourd'hui, on va pouvoir le faire avec de la technologie automatisée, à grande échelle, à une fréquence si phénoménale qu'on ne pourra pas réagir en temps réel. C'est ce que tu disais, Soufiane. Et cette partie-là, on a tendance à la sous-estimer parce que, et j'en ai parlé un peu au début, imputer un acte, ça devient très difficile. Ça fait peur de dire que pour des actes sur des infrastructures ou autres, on peut faire une escalade à la violence, parce que la technique permet aux acteurs étatiques, aujourd'hui, on me donne un budget, je vous crée une cellule de lutte informatique offensive, pour reprendre ce terme-là, sans aucun problème. Je génère même toute l'équipe de hackers à base de génération d'IA. Je leur crée une légende, je leur donne des techniques qui existent d'un pays ou d'un autre. Il n'y a aucun problème, tout le monde peut le faire, hein. Même avec peu de moyens. Vous pouvez vous créer une légende, vous pouvez créer un site web où vous vendez des vraies fausses informations IA sur le dark web. Vous pouvez faire tout un tas de choses. Et la réglementation, c'est bien d'en parler. Il y a certainement des choses fantastiques qui vont être faites. Et puis, en fait, en parallèle, ça sera déjà dépassé le temps qu'elles se mettent en œuvre. Hein. Donc, vraiment, cette cyberguerre, elle sera automatique, elle sera automatisée, elle sera robotisée. Et j'ai pas envie de terminer sur et on pourra pas faire grand-chose pour y remédier. C'est sûr que la réglementation ne sera pas une solution. Mais on va prendre du temps. Ah non, face à l'IA. C'est déjà une bataille perdue en fait, de penser que la réglementation européenne ou autre va venir nous aider d'une manière ou d'une autre. Ça va venir, pour les personnes qui sont éthiques, excusez tout à l'heure, leur dire, bon, voilà, la manière dont vous développez, ou les moteurs que vous créez, il faut suivre cette réglementation dans les sociétés, etc. Mais effectivement, dans la guerre qu'on vit au jour d'aujourd'hui, même pas du futur, hein, c'est du présent, au jour d'aujourd'hui,
il n'y a pas de frontières, donc il n'y a pas de réglementation. Comme on disait tout à l'heure, ça attaque de tous les côtés et c'est celui qui en tire le parti qu'il cherche. Donc des fois c'est de l'argent, des fois c'est de la déstabilisation, des fois ça peut être différents objectifs. Et effectivement, il faut embrasser cette intelligence artificielle d'une manière contrôlée, d'une manière réfléchie, avec des process en interne, etc., pour pouvoir se poser les bonnes questions aussi. Où sont mes données? Est-ce qu'elles fuitent? Est-ce qu'elles ne fuitent pas lorsque j'utilise ces moteurs? Pour être en avance, en fait, tout simplement, pour vraiment être en avance sur les menaces qui pèsent aujourd'hui sur tout le monde. Et c'est une vraie réalité, pas dans le futur. Il y a une menace qui moi, m'inquiète un petit peu, c'est qu'aujourd'hui, quand on teste nos services, nos sites, on a une approche très, je dirais, disponibilité, intégrité, confidentialité. Donc très, est-ce que le système marche encore? Demain, et même dès aujourd'hui, il va falloir tester nos sites par rapport à leur interaction à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que les utilisateurs non éthiques vont challenger l'IA qui se cache derrière. Et ça, on est très peu habitué à challenger l'IA et voir si quelqu'un la torture, essaye de lui faire des choses pour sortir de la donnée ou quoi que ce soit. C'est une approche aujourd'hui où on est entre guillemets peu sensibilisé. On va sécuriser le développement, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas entre guillemets attaquable trop facilement. Et on a pu voir quelques IA qui ont été craquées, qui ont sorti de la donnée, qui ont sorti des informations très confidentielles. Et ça, c'est une approche entre guillemets, il va falloir trouver des chasseurs éthiques entraînés, formés à casser de l'IA pour pouvoir, entre guillemets, se dire est-ce qu'elle ne va pas être plus bavarde qu'il ne faut? Et comme tu dis, quand c'est un enfant, en le torturant et en secouant un peu, est-ce qu'il n'y a pas il faudra trouver la technique. En fait, c'est une sorte de pentester de l'IA, quoi. C'est un nouveau type qui n'existe pas aujourd'hui et qui est très important. Et c'est vrai que même, enfin moi, l'exercice, d'ailleurs, on le voit, mais même de manière très empirique. Nous, on fait des IA verticales sur des sujets. Et je prends l'exemple de l'IA sur la cyber, enfin le LLM cyber qu'on a mis en place. C'est vrai que les hautes autorités à qui on l'a présenté, leur premier test, en fait, au bout d'un moment, quand vous arrivez, vous présentez votre solution, vous leur proposez des questions, vous dites voilà, je pourrais l'interroger sur, bon, et en général, au bout d'un moment, on vous interrompt, vous dites non, mais d'accord, c'est nous qui allons poser les questions. Et c'est vrai que je me souviens de nos data scientists qui étaient un peu fébriles parce qu'ils disent je sais pas, on va voir, on ne sait jamais ce que la personne va poser spontanément comme question, avec la volonté d'éprouver évidemment le modèle. Et c'est vrai que c'est très intéressant parce que et c'est là où la compréhension, le fait d'avoir la main, et je pense qu'il va falloir faire cette pédagogie auprès des comités de direction des grandes entreprises, c'est-à-dire de dire, attendez, il faut que vous compreniez la manière que quelqu'un pourrait, si vous êtes capable, alors, pour filer la métaphore de l'enfant, si vous avez pris en charge l'enfant de bout en bout, c'est-à-dire pendant sa jeunesse, mais son adolescence, vous êtes capable de connaître, de lui avoir fixé des règles. C'est-à-dire qu'à un moment, sur des usages, simplement si à un moment vous avez appris des briques à l'extérieur, en fait, vous avez juste souscrit à un service. En fait, vous ne savez pas du tout s'il a été, entre guillemets, et je m'arrêterai là pour la métaphore, bien élevé. Bien élevé, c'est pas pour qu'ils disent des grossièretés ou des choses non éthiques. Bon, c'est regrettable, mais c'est pas non plus... voilà, on y survit. Mais c'est surtout de pouvoir, à chaque fois, expliquer la solution. Et ça a deux critères très importants. Le premier, déjà, c'est de savoir que je suis capable d'expliquer la réponse que me propose et que formule l'IA, mais c'est surtout que moi, utilisateur, moi, entreprise, j'essaye de monter mon niveau d'expertise et de connaissance au fur et à mesure que ce sujet progresse. Et je ne suis pas quelqu'un qui a juste... Ça fait un peu comme les parents qui disaient « Mon enfant est un informaticien en herbe, il est avec son iPad et toute la journée. » Je dis « Non, ça c'est pas... oui, il est au contact de la machine, mais ça en fait pas un spécialiste ou une spécialiste de la matière. » Et donc c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que plus les entreprises s'interrogeront sur « Mais comment ça marche ? Quels sont les biais ? Comment est-ce que je peux le tester par des questions simples ?» Là où nous, effectivement, sur la question de se dire, là, parce que nous on a fait un corpus avec aussi bien les éléments CNIL, de l'ANSSI, du MIST, enfin vraiment l'ensemble de corpus, quand vous essayez de le piéger, s'il a été bien éduqué, soit il va pouvoir quand même répondre à la question en y mettant des limites, mais en tout cas, on va réduire l'effet d'hallucination. Et c'est pour ça que je pense que investir sur l'expertise pour que les gens soient le plus au clair, c'est très compliqué parce qu'il y a une actualité débordante, bouillonnante sur l'IA. Enfin, c'est pour les gens qui s'intéressent à l'actualité, de comprendre qui fait quoi, les parties prenantes, les acteurs qui émergent, des collaborateurs, des équipes clés chez certaines des plateformes qui démissionnent pour aller créer autre chose. Et qui reviennent.
Ou pas, enfin, ça dépend des conséquences. Oui, là, je pensais à une autre équipe, là, en l'occurrence, qui apparemment part. On est dans un univers qui est particulièrement vivace. Alors, c'est tout à fait heureux, simplement, ça crée des complications pour avoir un peu de lisibilité de l'environnement. Et donc, je pense que les entreprises ne doivent pas renoncer à cette expertise-là, parce que sinon, vous achèterez mal, enfin, quand je dis vous, en tout cas, vous achèterez mal ce que vous ne comprendrez pas. Et vous allez être dépendant de solutions qui vous promettront des choses. Alors évidemment, les entreprises, les fournisseurs étant tous sincères, honnêtes, il n'y a pas de problème. Mais pour les quelques-uns qui ne le sont pas, vous comprenez que ça vous met... Mais on aura un rôle au niveau des CISO à faire comprendre qu'on est business enabler et qu'on supporte l'arrivée de l'IA et la création de solutions IA, mais qu'il faut, entre guillemets... évoluer, se former en même temps qu'il y a cette montée en compétences. Et ça, c'est toute la difficulté de notre activité, c'est de monter en compétences pour mieux comprendre les risques et mieux les réduire, tout en faisant comprendre qu'on essaye de faire aussi vite que possible pour accompagner le changement, la digitalisation des entreprises vers l'IA. Alors pour revenir un peu sur la CTI, donc l'IA permet a priori effectivement de faciliter le travail des analystes en CTI, mais qu'en est-il au niveau du SOC et de leur interaction entre les différentes prestataires, équipes pour la CTI ? Disons que si on a, je dirais, une utilisation pure et dure du SOC sans CTI, on va pouvoir trouver des choses, mais tôt ou tard, on marchera avec une patte en moins quelque part. Si on n'est pas capable de connaître les frameworks d'attaque, les frameworks et les chemins d'attaque auxquels on est sensible parce qu'on a fait des études de risque avant, on a fait des pentests et on sait que sur telle ou telle problématique, et comme par hasard c'est l'attaquant qui a l'air d'être détecté, ou du moins les méthodes de l'attaquant, on va perdre du temps. Et là, on voit qu'il y a des solutions qui commencent à croiser SOC et CTI avec une bonne analyse de risque, avec, je dirais, une bonne connaissance de son système d'information, parce qu'il ne suffit pas d'avoir un SOC et d'avoir 3 personnes derrière. Il faut qu'il y ait tout un système qui soit en permanence maintenu à jour, entraîné à être réactif pour être dessus. On va pouvoir, sur le SOC, rebondir instantanément sur des informations de CTI, voir que c'est des rédacteurs qui nous ciblent, que c'est des techniques qui sont d'actualité, qu'il y a des comportements déviants qui se corrèlent sur des IP communes et qu'à un moment donné, tout est trop visible pour être, je dirais, sans conséquence. Après, à côté de ça, il faudra faire attention à ne pas se faire distraire, parce que, je dirais, la CTI et ses croisements magiques, et comme on disait, on leur parle, on a des réponses. Si on nous dit, est-ce qu'il y a une attaque, il nous dit oui, c'est celle-là, bah, on va tous se fixer là, et si on ne les dit pas, j'en aurais pas une deuxième, un peu plus violente et un peu plus discrète. Ou une plus grave, il faudra le former pour expliquer la notion de grave. Bah, il faudra les voir dedans. Donc là, il y aura encore un gain de temps, ce qui va être très utile, parce qu'il y a quand même, je dirais, un côté tâche répétitive, un côté manque de ressources, et on sera bien content d'avoir des gens capables de réagir plus vite, avec une meilleure alimentation de données, qui sera plus travaillée. Mais par contre, il faudra travailler, je dirais, la disponibilité de ces gens-là sur d'autres activités à complexité plus forte et à transformer cette formation quelque part. Je pense que, pour compléter, Franck, la CTI va s'adresser à différentes personnes dans les sociétés, autant au C-level, donc au président, au CEO, pour pouvoir prendre des décisions lors d'achat et acquisition de sociétés, par exemple, d'avoir du renseignement sur les sociétés pour voir quel est leur état en termes d'exposition à la menace. Ou leur intérêt pour des méchants. Ou leur intérêt pour des méchants, exact. Ça va aussi aider les équipes du CERT. Donc des CERT, il faut bien se rappeler que le CERT, a quand même, c'est l'objectif principal d'un CERT, c'est quand même de délivrer du renseignement actionnable aux équipes du SOC. Et aux équipes, donc on voit de plus en plus d'équipes de CERT qui travaillent de plus en plus avec les équipes SOC et le SOC. Pourquoi est-ce que la CTI descend aujourd'hui dans le SOC, est utilisée aujourd'hui par beaucoup de sociétés pour l'automatisation? Parce que jusqu'à maintenant, c'était vraiment au niveau du CERT. On va dire le renseignement était au niveau du CERT. Mais le renseignement délivré par le CERT au SOC, comme ça l'était fait jusqu'à maintenant, à travers des rapports qu'il fallait digérer, qu'il fallait comprendre, et sur lesquels on ne prenait pas forcément d'action, au jour d'aujourd'hui, le CERT a des besoins de pouvoir renseigner le COMEX, mais aussi de donner des informations donc, au SOC pour pouvoir réagir. Et donc, du coup, la CTI s'intègre maintenant directement dans les outils de SOC pour automatiser un maximum d'actions et pour enlever la fatigue, lever un maximum la fatigue
et permettre de poser des questions, etc. Et le manque de ressources. Et le manque de ressources, etc. Parce qu'avec des réglementations comme NIS2 où tout le monde va devoir s'équiper, il va falloir trouver des ressources. Et donc il va falloir les renforcer. Sans parler de réglementation qui vient demander justement la mise en place de certains éléments de la CTI et d'autres éléments pour justement être en amont le plus possible, on va dire, sur les éléments de SOC. René ? Moi, l'enjeu, effectivement, il est humain. On va avoir des grands enjeux démographiques en Europe. On a toujours eu cet enjeu d'expertise. Bon, maintenant, surtout la cybersécurité, c'est plus comme avant. Tout le monde en est conscient. C'est un nom très marketing. Soit. Je sais pas où tu vis. Non, mais si, mais ça change pas. Mais au moins, tu en es conscient. Tu sais. Tout le monde en est conscient. Ça, il n'y a pas de souci. Tout le monde veut recruter. Il faut beaucoup de ressources. Mais surtout, il va falloir attirer ces ressources. Je pense qu'il y a des stratégies qu'il faut revoir totalement. Avoir tel pôle d'expertise où on veut 300 experts à cet endroit-là, tel pôle d'expertise où on veut 300 experts. Au bout d'un moment, les experts ils vont partir dans les pays qui sont les plus accueillants. Ça va bouger, la démographie. Il va falloir aussi encadrer ces socs. Tout le monde a envie d'être leader. D'ailleurs, tout le monde est leader, en fait. Je suis leader sûr. Il va falloir faire une rationalisation complète et essayer d'avoir, je pense, d'autres stratégies parce que les experts ne se multiplient pas aussi vite qu'on a envie qu'ils se multiplient. Donc, je pense qu'il y a un énorme enjeu sur les experts. Par rapport au SOC, par rapport au CERT, par rapport au CSIRT, tous ces magnifiques noms et avec des expertises très difficiles à obtenir. Je pense qu'il y a un grand enjeu derrière sur les ressources humaines et comment on va les gérer, oui. Ça, c'est sûr aussi. Alors pour revenir sur le sujet de l'IA utilisée donc dans la CTI, forcément on en a parlé au début, l'IA c'est aussi beaucoup de données qui sont injectées, sa capacité va dépendre de la qualité des données qu'on va lui donner. Il y a un des internautes, Marc-Éric, qui dit « Demandez à une appli d'IA générative une image de pirate informatique, vous aurez un homme cagoulé vaguement diabolique dans un environnement sombre. L'IA véhicule aussi des clichés, des poncifs, des caricatures dont certains sont contre-productifs. » Ça me fait aussi penser au scandale de l'IA de Google, qui a quand même généré des images qui étaient fortement incitées par les biais de ceux qui l'ont développé. Donc ma question est de savoir comment on fait pour savoir, en tout cas pour s'assurer que l'IA a des données qui ne sont pas truquées, des données qui sont correctes, des données qui ne sont pas biaisées, puisque finalement, si on revient à la source, c'est la qualité de cette donnée-là qui va pouvoir permettre une bonne IA. Et puis après, peut se poser effectivement la question de l'IA dans la CTI. Et on a une dernière dimension, mais qui est la conséquence, qui est la notion d'IA frugale. Parce que le problème aussi, on a quand même un petit sujet, c'est que pour faire mouliner, est-ce qu'on a besoin, il y a une course à la volumétrie des données, il n'y a pas forcément non plus besoin de ces masses de données évoquées qui peuvent être sympathiques pour impressionner, mais qui ne sont pas forcément utiles et qui en plus vont générer un coût énergétique, un coût économique dans le maniement de celle-ci. Et donc c'est vrai que moi, notre analyse à ce stade, elle est de dire que je pense qu'on va vers des IA qui devront être frugales pour certains sujets. Alors effectivement, ça a déjà progressé sur les derniers mois où on s'aperçoit qu'on peut arriver à des résultats comparables avec une mobilisation technique inférieur, moindre, ce qui est plutôt vertueux parce qu'effectivement, après, va se poser quand même la question du coût financier, du coût énergétique, du coût RSE, parce que tant qu'on est soumis à un certain nombre de réglementations, la question effectivement, de ce que coûte le maniement de certains la blockchain, de certains outils. Jusqu'au jour où ça coûtait trop cher. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même cette adéquation-là. Et donc, c'est vrai que l'idée de piloter des jeux de données à partir, c'est là où je pense qu'on sera davantage dans des logiques d'IA très ciblées, avec des informations de qualité et de confiance. Il ne s'agit pas de croire en elles, mais en tout cas, dont on ait des garanties quant à la nature, quant à la configuration, quant à la typologie, presque on pourrait qualifier de sincérité de ces données, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas été utilisées, elles n'ont pas été biaisées de manière intrinsèque. Ça va être certainement aussi un des enjeux, parce que précisément, on ne pourra pas, de la même manière qu'on s'aperçoit que pour certaines IA génératives d'images, c'est très sympathique de symboliser un petit chaton qui passe sous les herbes dans la forêt. Bon, simplement, s'il a fallu une demi-tranche de centrale nucléaire pour arriver à ça, c'est peut-être une disproportion, caricature évidemment. On va bientôt l'avoir. Ouais. Bien sûr, avec le deuxième porte-avions. Donc c'est effectivement quelque chose qui va être discuté. Donc la question de la maîtrise des jeux de données, et c'est pour ça dire que les grandes entreprises
qui sont quand même détentrices de données qui leur appartiennent, qu'elles connaissent, qu'elles maîtrisent, aussi pourront peut-être être partagées avec des pairs de confiance dans des communautés, ce qu'ont fait les CERT. Les CERT, on a quand même fait partager de l'information entre concurrents, pas entre entreprises concurrentes, mais elles étaient du même secteur, et donc on est arrivé de manière à avoir des jeux de données homogènes, des modes opératoires qui soient cohérents techniquement et en termes d'environnement spécifique. Voilà, il y aura forcément une adaptation, et que la course au gigantisme, elle ne sera pas tenable économiquement et énergétiquement, et donc ça va obliger aussi à mettre plus d'intelligence au sens propre, c'est-à-dire l'intelligence très humaine dans la conception et la personnalisation de ces outils. Sur la partie intelligence artificielle, je pense qu'il y a un élément aussi sur lequel on peut être fier en France, c'est que le français est très curieux. Donc jusqu'à maintenant, c'était... Il n'est pas bizarre, il est curieux. Il est très curieux, c'est-à-dire qu'il recherche beaucoup. Les informaticiens, je me souviens, français à l'époque, lorsqu'ils devaient être recrutés en Angleterre ou dans les autres pays, ils me disaient, oui, mais vous êtes très curieux, vous posez beaucoup de questions. Aujourd'hui, c'est une force. Pour revenir justement sur l'intelligence artificielle, tu m'as donné cette réponse, mais en fait, pourquoi ? Tu la challenges. Tu le challenges, en fait. La conscience ne doit pas exclure le contrôle. Et ça vaut énormément sur les réponses de l'intelligence artificielle. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut des preuves, du contexte. Sans preuve, sans contexte, limite, la réponse de l'IA, en fait, ne m'intéresse pas. Je fais confiance aux Français pour pouvoir continuer à challenger les réponses de l'IA formidable. À tous les niveaux. Et au jour d'aujourd'hui, c'est ce qui va nous permettre peut-être aussi d'être un peu à la pointe de certains LLM qui sont développés, de par ce mindset que nous avons en France, justement, de continuellement challenger, poser des questions, chercher à comprendre, mais pourquoi ? Comme les enfants, en fait, qui grandissent. Mais pourquoi ? Mais tu soulèves un point important, parce qu'aujourd'hui, on peut se permettre de challenger certaines choses, parce qu'entre guillemets, on a eu un parcours éducatif, un parcours de vie, où, entre guillemets, on a été entraîné, on a eu des échecs, des réussites, on a eu des controverses, un peu comme le débat aujourd'hui. Et demain, on va avoir des personnes qui n'ont jamais eu ce parcours. Donc ils vont, je dirais, comme des enfants, avoir une toute autre éducation, une toute autre formation, qui n'auront pas, entre guillemets, exercé un certain nombre de métiers, et qui vont recevoir, je dirais, un résultat d'IA avec des preuves, et c'est pas pour autant qu'il sera bon. Et c'est là où on va devoir former cette nouvelle génération en leur disant: vous allez l'utiliser, c'est un bienfait globalement. Comment on vous accompagne, comment on vous forme, vous entraîne à avoir un regard critique par rapport à un résultat, alors que les résultats, la lumière s'allume, tout est merveilleux. L'analogie, c'est la personne qui peut se déplacer dans une ville avec un sens de l'orientation, une compréhension de l'environnement géographique par rapport à la personne qui a besoin d'avoir un GPS, et exclusivement un GPS. Le problème du GPS, c'est que si, pour X raison, il vous fait faire le tour de la ville, en fait, tant que vous ne connaissez pas, vous ne comprenez pas l'environnement dans lequel vous êtes. À partir du moment où vous arrivez à vous situer, vous dites: tiens, là, il y a le fleuve, là, il y a tel monument, là, il y a tel truc, il y a tel parc, je ne devrais pas être là, c'est pas normal qu'on aille dans cette direction-là. Et en fait, vous allez avoir des gens qui, de très bonne foi, vont être baladés par le GPS ou par l'absence de GPS, ou d'un système de géolocalisation. Et c'est vrai que la difficulté, je pense que ce que pointe Franck là est très important, c'est que notre système, et là c'est pas le système français, c'est le système humain, c'est construit par sédimentation. On a appris des choses, alors certaines culture orientale par la copie, c'est le fait de reproduire quelque chose, d'autres l'ont fait par des initiatives liées au moment de l'enseignement primaire, secondaire, et la difficulté c'est d'avoir des gens effectivement qui ne pourront être privés, il faut bien le dire, de cette phase d'apprentissage. Pourquoi ? Parce que un certain nombre de tâches que l'on confiait à des débutants dans des entreprises, dans des pyramides professionnelles, en fait, on va dire, non, maintenant, on ne va plus prendre quelqu'un pour faire ça, ça va être un automate qui va le livrer, qui va le mettre à destination. Et donc, la difficulté, c'est comment on arrive à avoir des experts, c'est-à-dire des gens qui sont matinés de leur expérience passée, de cette sédimentation, dès lors que, précisément, on leur aura épargnés, ou en tout cas on les aura tenus à l'écart de ce type d'apprentissage. En fait, la difficulté, c'est qu'on n'a pas de précédent, puisque toute notre culture, et là je parle des cultures développées, est fondée sur un apprentissage, voire sur comment on regarde comment l'ancien ou l'aïeul fait, et par imitation, on essaye de s'en inspirer, lui ou elle va corriger le geste ou la manière de faire. Et ça, c'est sans précédent, parce qu'il y a une espèce on a beau dire, oui, c'est formidable, on va confier à des automates des charges, des tâches inintéressantes, oui, mais
mais des tâches. Je prends l'exemple pour prendre le domaine d'un auditeur au sens de audit des comptes, quelqu'un qui a débuté dans l'audit en allant dans des usines, dans des entrepôts, dans des infrastructures, voir des bâtiments, comprendre des stocks, savoir ce que c'est. Il est plus à même de toucher du doigt la réalité d'une entreprise que quelqu'un pour qui c'est uniquement des lignes sur un tableur Excel. Et donc ça va être un des vrais sujets, un des vrais défis d'adapter l'environnement. Par exemple, moi je suis en charge de la zone Europe, Moyen-Orient, Afrique. Quand j'utilise des solutions de CTI, en Afrique, il ne se passe quasiment rien du tout. Donc un expert, entre guillemets, qui consommerait la CTI de bonne foi, valide, 3 petits points, se dira il ne se passe donc rien du tout. L'ordre règne. Voilà, alors qu'en fin de compte, il y a globalement un nombre d'attaques bien plus conséquent que ce qu'on arrive à voir, mais par contre rien ne remonte. Et rien ne nourrit les CTI qui sont relivrés et reconsommés. Et donc là, si on n'a pas une expertise, une certaine rationalité, on va consommer froidement la data, il ne se passe rien, tout va bien, un peu comme des grands films bien connus, alors qu'en fin de compte, tu vas avoir cet esprit critique en se disant, sur certaines zones, je sais qu'il y a des systèmes, des réglementations qui font que la donnée remonte et donc je peux me fier. Et il y a d'autres endroits où je peux me fier à 50% à cette donnée-là. Je dois rester beaucoup plus vigilant, je dois trouver d'autres systèmes de renseignement pour avoir, entre guillemets, une matière plus fraîche. On ne peut pas passer la question là sans évoquer de qui gère la donnée, à qui appartient l'IA, qui lui impose son éthique. On a vu la photo de Louis XIV générée. Forcément, il y a des gens derrière qui ont envie qu'elle soit générée d'une certaine manière. Franck, ça nous amène à nous dire que dans le futur, ce que tu disais, ils auront leur image et ils la prendront comme telle. On va vers ça. Bon, après, là, le débat peut partir sur aujourd'hui l'éducation en France, en Europe, dans le monde. On n'a pas assez de temps. On n'est pas. Mais oui, d'accord. Ils prendront l'information comme telle. Alors, je pense qu'il faudrait, sur la qualité des données, il y a des choses qui sont cloisonnables. Entre guillemets, on peut les rendre immuables. Prenez le code pénal dans sa dernière version, vous l'intégrez dans une IA, vous posez des questions, quelle est la peine encourue pour, vous avez votre réponse, voilà. Vous avez tout un tas d'IA qui peuvent être comme ça, cloisonnés, cantonnés à une seule chose. Puis vous en avez d'autres, l'IA générative, où là, ce qu'on disait, à qui on fait confiance, qui va influencer ces IA, qui va les piéger, les influencer moralement et autres. On a parlé de réseaux sociaux, il n'y a pas longtemps aussi, qui sont manipulés, qui peuvent être manipulés, dont on a la preuve qu'elles sont manipulées, mais on ne sait pas exactement par qui, parce qu'on n'arrive pas à imputer l'acte. Enfin, il y a tout un tas de choses possibles. En tout cas, sur l'IA, la question... aujourd'hui, la réglementation à un moment donné va arriver et va nous dire elle, faut la croire. Elle, faut pas la croire. Et après, même si, je suis désolé, on va tomber dans les faits, même si les faits, les constats, ce que vous voyez, ou même la logique va à l'encontre, il y en a qui vous diront faut croire ça. Ils ont fait ça. Tout porte à croire qu'ils l'ont pas fait. Mais il y aura une position officielle qui dira ils l'ont fait. C'est comme les pays qui réécrivent l'histoire. La vérité. C'est un peu pareil. Réécriture de l'histoire, réécriture du vainqueur, réécriture de tout un tas de choses. En tout cas, l'IA, on aura, comme tu l'as dit, des IA tamponnées, validées. D'ici quelques années, la photo de Louis XIV, il aura peut-être des cheveux rouges, on n'en sait rien, ça sera validé. Et tout le monde prendra ça comme argent comptant, et tout le monde pensera que Napoléon faisait 2,50 m parce que l'IA l'a généré à 2,50 m, je n'en sais rien. Mais oui, il y a ce risque-là. Et beaucoup de gens vont se mettre sur on va valider, tamponner l'information. On ne peut pas aussi parler de ça sans parler de Viginum, peut-être aussi. Filtre de l'information, tamponnage, certification. Bon, à côté, on a dit déjà que ça allait plus vite. Viginum, donc, qui est une structure étatique qui a vocation à détecter les opérations de déstabilisation fondées sur l'information. Donc c'est une institution publique placée auprès du secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale. L'idée, c'est de comprendre au plus tôt et de manière à transmettre à l'autorité politique les éléments et après charge à l'autorité politique d'actionner une palette d'actions qui peuvent aller de rien faire, c'est une stratégie, éventuellement jusqu'à saisir des procédures judiciaires, voire faire des actes diplomatiques dès lors qu'elle aurait la conviction que c'est un État qui est à la manœuvre. Donc là, on est davantage quand même dans la détection a posteriori que dans une labellisation. Mais c'est quand même une démarche qui était... Je ne dis pas que ça existe,
Ah voilà, je dis qu'on va aller vers ce vers quoi on va, c'est d'essayer de comprendre effectivement. Alors c'est là où la difficulté de certifier, c'est ce que les plateformes sociales ont commencé en vous disant on va certifier des comptes. C'est ce que après Elon Musk est revenu sur ce modèle-là où maintenant n'importe qui peut dès lors qu'il paye son abonnement être certifié. Donc voilà, on sent que c'est quelque chose qui émergeait en termes de clarification. Ça a été remis en question par une position managériale. Mais c'est vrai que la question de la... Alors après, le problème, effectivement, c'est cette logique de vérité, elle est très politique, elle est philosophique, elle est conceptuelle. Et donc, c'est vrai qu'elle ne peut s'épanouir que d'avec des gens ayant un esprit critique, une capacité d'analyse, de discussion, de contestation, d'enrichissement, et qui revient sur le fondement de l'éducation. Et là, l'éducation qui est très humaine. Mais par contre, le problème, c'est que sur un temps long, c'est coûteux, c'est incertain, l'éducation. Il n'y a pas un taux de transformation garanti. Elle doit évoluer parce que elle doit évoluer. Et en plus, elle doit évoluer à grande vitesse. Ils utilisent déjà l'IA. De toute façon, les jeunes, ils font leur devoir avec l'IA. Il n'y a pas besoin de leur donner des consignes. Mais les profs aussi, à première vue. Et les profs, il y a des bonnes techniques. Je pense que vraiment tout le monde aujourd'hui, effectivement, l'utilise pour tout. Alors, on arrive à la fin de cette émission. Je vais conclure donc cette table ronde sur ce que je comprends. Donc, il faut garder l'esprit critique. Et c'est effectivement quelque chose qui est revenu, notamment Stéphanie, qui l'a dit à plusieurs reprises. Donc, je vais juste citer ce qu'elle nous a mis. Si on se posait la question simplement, l'IA, pour quoi faire? Pour augmenter l'humain, oui. Pour le décérébrer, non. Donc, garder un esprit critique, c'est ce que je retiendrai donc, de cette dernière phase d'émission. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu à mes questions. Merci d'être venu. Merci également au public qui était à distance et qui nous a écoutés religieusement. Ce soir, on était en partenariat avec Recorded Future. Si vous souhaitez recevoir le livre blanc, n'hésitez pas à nous le demander. Pour ceux qui l'ont coché, vous le recevrez prochainement. Et puis, bien évidemment, nous revenons très prochainement avec une nouvelle émission. Je vous souhaite une excellente soirée et merci pour nos intervenants. Merci. Merci.